Je m'appelle Daniel Reeves et au moment où cela s'est produit, j'avais 52 ans. Assez vieux pour savoir garder un visage neutre quand tout s'effondre, assez jeune pour croire encore que le travail acharné peut distancer le chagrin. Je supervisais la maintenance au Metropolitan General, un de ces métiers que l'on ne remarque que lorsque quelque chose casse. Un tuyau qui fuit, une lampe morte au-dessus d'un poste infirmier, un ascenseur qui gémit comme s'il allait rendre l'âme. J'y travaillais depuis 14 ans, depuis la mort de ma femme en donnant naissance à notre fille. L'hôpital est devenu mon point d'ancrage parce qu'il offrait des avantages, des salaires réguliers et l'étrange réconfort de la routine. Il est aussi devenu ma maison hantée. Chaque couloir portait une mémoire cousue dans ses murs et l'étage d'oncologie, celui-là me serrait toujours la poitrine, comme si mes poumons se souvenaient du mot « impuissance ». Cet après-midi-là, on m'a appelé dans l'aile d'oncologie pour un fauteuil roulant qui refusait d'avancer. Bloqué près de la fenêtre, disait le ticket, comme s'il ne s'agissait que d'un léger désagrément. J'ai frappé, poussé la porte, et j'ai vu une femme assise bien droite dans le fauteuil, comme si la posture pouvait discuter avec la mortalité. Elle était chauve, pas de cette manière héroïque des gros titres, mais de la façon brute et médicale qui ne laisse aucune place aux faux semblants. Une robe légère drapait ses épaules, ses yeux étaient roses calmes, trop calmes, comme si elle avait déjà dépensé toute sa peur et refusait d'en gaspiller davantage. Vous êtes la première personne entrée ici aujourd'hui qui me parle comme si je n'étais pas en verre, dit-elle, la voix sèche d'humour. La roue n'arrête pas de se bloquer. Je suis coincé avec ma vue et mes pensées depuis 20 minutes. Je me suis agenouillé près de la roue et il n'a pas fallu être un génie pour comprendre le problème. Du tissu s'était enroulé, serré dans le mécanisme, happé comme une mauvaise habitude. Pendant que je travaillais, mon regard s'est accroché à des choses qui n'avaient rien à faire dans une chambre de patient ordinaire. Des fleurs fraîches, manifestement trop chères, un ordinateur portable ouvert à côté de piles de dossiers, une valise qui criait « chauffeur privé » et « vie privée ». La richesse habitait cet endroit, mais elle ne pouvait pas adoucir l'odeur d'antiseptique. « Daniel », ai-je dit, surtout pour combler le silence. Helena Hartwell, répondit-elle, et avant même que mon cerveau ne suive, mon estomac, lui, avait compris. Ce nom n'était pas censé se trouver derrière une blouse d'hôpital. Quand la roue s'est enfin libérée, elle a expiré comme si elle retenait son souffle depuis des jours. « Merci », dit-elle, puis ajouta, plus bas, « Ne dites pas que vous êtes désolé, les gens font ça sans arrêt. Ça ne change rien à ce que les médecins m'ont dit ce matin. » Je suis resté debout, ma boîte à outils à la main, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti l'envie de rester au lieu de fuir. « Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?» ai-je demandé, sachant déjà que je n'aurais pas dû, et sachant tout aussi bien que je ne partirais pas si elle répondait. « Ils m'ont dit qu'il n'y avait plus rien à tenter, dit Helena en regardant au-delà de moi, par la fenêtre, comme si la ville pouvait contester le diagnostic. 3 mois si mon corps se montre généreux. Elle le dit comme des dirigeants annoncent des licenciements, nets, efficaces, émotionnellement contenus. Puis cette retenue se fissura. J'ai bâti une entreprise à partir d'un garage pour en faire quelque chose qui vaut des milliards. J'ai résolu des problèmes que l'on disait impossibles, et je ne peux pas résoudre celui-ci. J'aurais dû partir, j'aurais dû hocher la tête, offrir une formule polie et retourner au réconfort des machines en panne. Mais le chagrin reconnaît le chagrin. J'ai rapproché la chaise des visiteurs et je me suis assis. Ma femme est morte ici, ai-je dit. Un autre étage, une autre année. Le même sentiment d'impuissance. Les mots m'ont surpris par leur poids. J'ai appris quelque chose après son départ. La vie, ce ne sont pas les grandes victoires. Ce sont les petites choses, bêtement ordinaires, qu'on ne prend même pas la peine de mettre sur un CV. Helena a laissé échapper un rire bref, incrédule. L'ordinaire, c'est précisément ce que je n'ai pas. Ma fille a un concert scolaire demain. Me suis-je entendu dire. C'est le chaos, des chants faux, des parents qui font semblant de ne pas pleurer. Vous détesteriez si vous attendez du raffinement. J'ai marqué une pause. Vous pourriez adorer si vous attendez la vie. Elle m'a regardé comme si je lui avais offert un passeport pour un pays qu'elle avait oublié d'exister. Vous invitez une inconnue mourante au concert de votre enfant. J'invite une personne qui en a assez d'être manipulée, ai-je répondu. Venez tel que vous êtes, fauteuil roulant, compris.
Le lendemain soir, Lily attendait au bord du trottoir dans une robe rose qu'elle avait dépassée depuis longtemps par pure obstination. Elena est arrivée avec une infirmière qui gardait une distance respectueuse, son foulard noué juste comme il faut, son sourire hésitant mais sincère. Lily lui a serré la main comme si elles étaient égales. « J'ai 2 lignes, annonça-t-elle. Elles sont importantes. » L'auditorium était bruyant, imparfait et sacré, de cette manière que seuls les enfants savent créer. Quand Lily a chanté, confiante, intrépide, fausse dans les notes, Elena a pleuré sans s'excuser. Sur le chemin du retour, elle n'a pas parlé pendant longtemps. Puis elle a dit « Ce soir, je n'étais pas un titre. J'étais juste une femme qui écoutait une enfant chanter. » À l'entrée de l'hôpital, elle m'a demandé de rester assis un moment de plus. « Aidez-moi, dit-elle. S'il ne me reste que des semaines, je ne veux pas qu'elle soit stérile. » J'ai hoché la tête, comprenant la demande pour ce qu'elle était. Pas un traitement, une permission. Après cette nuit-là, Elena a choisi de quitter l'hôpital. Pas par déni, ni à la recherche de miracles, mais de manière délibérée, comme si elle reprenait un territoire à la peur. Elle s'est installée dans un appartement calme, avec des infirmières se relayant par roulement, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle a commencé à poser des questions qui n'avaient rien à voir avec les statistiques de survie. « Qu'est-ce que tu cuisines les soirs de semaine ?» m'a-t-elle demandé un jour. Avec quoi Lily a-t-elle du mal à l'école ? Elle écoutait comme on écoute quand le temps n'est plus infini. Pleinement, sans faire plusieurs choses à la fois. J'ai commencé à passer la voir après le travail, parfois avec Lily, parfois seule. Nous jouions à des jeux de société autour de la table basse, Elena riant quand Lily changeait les règles en plein milieu de la partie. Nous mangions des dîners simples que je cuisinais mal et qu'Elena complimentait généreusement. Lily la traitait comme une tante qui avait toujours été là, l'entraînant dans des conversations sur les dictées et la politique de la cour de récréation. Dans cette ordinarité, Elena s'est adoucie, elle dormait mieux. Elle plaisantait davantage, elle a cessé de parler d'héritage pour commencer à parler de moments. Un soir, après que Lily s'est endormie sur le canapé, des crayons encore à la main, Elena a dit doucement « Je pensais que l'amour était quelque chose qu'on programmait après le succès. Il s'avère que c'est ce qui rend l'attente insupportable quand on ne l'a pas. » Elle a commencé à reprendre contact avec une sœur qu'elle n'avait pas appelée depuis des années, avec d'anciens amis qu'elle avait écartés comme des distractions, avec des employés qu'elle n'avait jamais connus autrement que par leur titre. Elle s'excusait sans se défendre, elle écoutait sans expliquer. Cela n'a pas réparé le passé, mais cela a changé le présent. Elle a aussi commencé à donner autrement, pas par de grandes annonces, mais par des choix attentifs, des bourses pour des parents seuls qui terminaient leurs études, de petites aides pour permettre à des familles de passer des journées ordinaires hors des murs de l'hôpital. « J'essaie de condenser toute une vie en quelques semaines, » disait-elle. « Pas pour me rattraper, juste pour enfin l'aligner. » Au bout de 2 mois, elle a demandé à parler seule avec Lily. Je suis resté à proximité, mal à l'aise, jusqu'à ce que Lily revienne vers moi plus tard, les larmes mouillant ma chemise. Elle m'a dit qu'elle allait mourir, chuchota Lily, mais elle a dit qu'aimer les gens en vaut toujours la peine, même si ça fait mal plus tard. J'ai serré ma fille contre moi et j'ai senti la vérité s'installer, lourde et limpide. Après cela, l'état d'Elena s'est rapidement détérioré. Lors de sa dernière nuit, l'appartement était rempli de photographies de notre petite vie partagée. Programme de concerts, dîners, dessins en désordre. Elle est morte paisiblement, non pas seule. Et lorsque la lettre est arrivée, adressée à Lily d'une écriture appliquée, elle ne contenait aucune richesse dans ses phrases, seulement la permission de choisir la joie ordinaire tôt et souvent. Les funérailles d'Elena eurent lieu exactement comme elle les aurait organisées, simples, précises et discrètement défiantes. Pas de fleurs extravagantes, pas de longs discours sur la domination du marché ou l'innovation. Juste une salle remplie de personnes qui réalisaient, trop tard, à quel point elles l'avaient peu connue. On me demanda de prendre la parole, ce qui n'avait aucun sens pour moi au départ. J'étais le responsable de la maintenance, l'homme qui avait réparé une roue de fauteuil roulant. Mais lorsque je me tins au pupitre, face à des dirigeants en costume sur mesure et à des membres du conseil qui avaient autrefois attendu devant son bureau, je compris pourquoi elle m'avait choisi.
J'ai rencontré Elena en faisant mon travail, dis-je. J'ai réparé quelque chose de cassé, mais elle a réparé quelque chose en nous. Je leur parlais du concert scolaire, des dîners de spaghettis, de la façon dont Elena riait du chant faux de Lily, comme s'il s'agissait de la plus belle musique qu'elle ait jamais entendue. Je leur dis que, durant ces derniers mois, elle avait cessé d'être une PDG pour redevenir humaine, et que cela, plus que toute entreprise qu'elle avait bâtie, était sa plus grande réussite. Après la cérémonie, les gens vinrent me voir en silence. Certains pleuraient, d'autres avouaient ne jamais lui avoir demandé comment elle allait. Une femme dit « Elle parlait de votre fille comme si elle faisait partie de sa famille. » J'acquiesçais, car c'était exactement ce que nous étions. La vie ne se transforma pas du jour au lendemain après le départ d'Elena. Le chagrin s'installa dans notre maison par vagues, inattendue, tranchante, mais supportable. Lily la regrettait profondément. Elle gardait l'une des écharpes d'Elena dans sa chambre, posée sur le dossier de sa chaise comme une présence. Mais elle faisait aussi vivre Elena à travers de petits gestes délibérés. Pour son 13e anniversaire, Lily demanda à donner une partie du fonds qu'Elena lui avait laissé à des programmes de soins palliatifs. Pour les gens qui ne veulent pas être seuls, dit-elle simplement, je restais à l'hôpital. J'aurais pu partir. Elena s'en était assurée. Mais j'avais appris quelque chose en observant le déroulement de ces derniers mois. Le sens ne vient pas de la fuite. Il vient du fait d'être présent. Je réparais des lumières, des portes, des roues, mais j'appris aussi des prénoms. J'appris quels parents avaient besoin de quelques minutes supplémentaires de conversation. Quels patients avaient besoin que quelqu'un s'assoie simplement à leur côté, sans prétendre que tout irait bien. Parfois, je pense encore à cet après-midi-là. À quel point j'ai failli me contenter de faire la réparation et de partir. Si je l'avais fait, Elena serait morte entourée de personnes qui l'admiraient, mais ne l'aimaient pas, et Lily serait passée à côté de cette leçon. Même des liens brefs peuvent changer une vie. Elena disait qu'il valait mieux 3 mois de vraie vie que 40 ans d'existence. Elle avait raison. Et elle nous a appris que nous n'avons pas besoin d'un diagnostic ou d'une échéance pour commencer à choisir ce qui compte. Il suffit de remarquer la personne qui se tient devant nous et de rester. 6 années ont passé depuis le dernier jour d'Elena et la vie s'est installée dans quelque chose de plus calme, de plus stable, mais aussi plus profond qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Lily est adolescente maintenant, plus grande que je ne m'y attends chaque fois que je la regarde, son enfance s'éloignant peu à coups de centimètres, d'attitudes nouvelles et d'opinions fraîches sur le monde. Elle se souvient encore très clairement d'Elena, pas comme d'une histoire tragique ou d'un avertissement, mais comme d'une personne qui riait avec elle, qui l'écoutait, qui lui donnait le sentiment d'exister pleinement. Parfois, tard dans la nuit, Lily prononce son nom presque par hasard, comme on parle de quelqu'un qui est parti, mais pas perdu. Et alors je sais qu'Elena ne nous a jamais vraiment quittés. Les couloirs de l'hôpital me paraissent différents aujourd'hui. Ils sont toujours remplis de maladies, de peur et de chagrin. Mais ils regorgent aussi de moments que la plupart des gens ne voient pas. Un père qui apprend pour la première fois à tenir son bébé prématuré. Un adolescent qui se rase la tête par solidarité avec sa mère. Une infirmière assise par terre dans un couloir, épuisée mais refusant de laisser un patient seul. Je vois ces instants maintenant parce qu'Elena m'a appris à les chercher. Avant elle, je réparais des choses. Après elle, j'ai commencé à remarquer les gens. Lily fait parfois du bénévolat avec moi. Elle ne fait pas grand-chose, elle distribue des kits d'activités ou s'assoit pour dessiner avec des enfants plus jeunes. Mais elle a compris quelque chose d'essentiel. La présence compte. Un jour, elle m'a dit « Mademoiselle Elena disait qu'être là, ça compte, même quand on ne sait pas quoi dire. » C'est peut-être la leçon la plus précieuse qu'elle emportera dans sa vie d'adulte. Les gens me parlent encore d'Elena. Ils me demandent comment une PDG milliardaire a fini par passer ses derniers mois à manger des spaghettis dans un petit appartement et à assister à un concert d'école. Je leur dis la vérité. Elle n'y est pas arrivée par hasard. Elle l'a choisi. Quand tout le reste lui a été retiré, elle a choisi le lien plutôt que le contrôle, l'amour plutôt que l'héritage, les personnes plutôt que le pouvoir. Parfois, je me demande combien d'Elena existent encore, entourées de réussite mais affamées de quelque chose de vrai.
Combien de Daniel passent devant elle chaque jour, trop occupés ou trop effrayés pour s'arrêter et parler. Moi, j'ai eu de la chance. Une roue de fauteuil, roulant cassée, m'a ralenti juste assez longtemps pour tout changer. S'il y a une chose qu'Elena a laissée derrière elle, ce n'est ni l'argent, ni les programmes, ni même les lettres. C'est ce rappel que nous n'avons pas besoin d'attendre la fin pour vivre honnêtement. Nous pouvons choisir, dès maintenant, de voir la personne qui se tient devant nous, de nous asseoir, d'écouter, de rester. Ce choix a sauvé ces derniers mois, et il a sauvé le reste de ma vie.